Alors pour illustrer mon propos, je m'aperçois en fait que je vais vous parler de mon chemin de rétablissement à moi, puisque figurez-vous que je suis psychiatre, mais je me soigne, et qu'en fait sortir d'une position un peu académique formatée et arriver à se repérer dans les formatages, c'est un peu ce qui guide ma présentation, comme vous allez le voir. Alors, d'abord, je me suis beaucoup interrogé sur la psychoéducation avec laquelle j'avais commencé avant la loi HPST pour essayer de comprendre et finalement, j'ai une hypothèse à vous formuler, elle est discutée, mais en fait, il semblerait que les termes soient à peu près équivalents. Dans les années 50, ils ont été utilisés à propos des enfants. Plutôt, quand il y avait des troubles somatiques, on parlait d'éducation thérapeutique, et quand il y avait plutôt des troubles cognitifs ou comportementaux, on parlait de psychoéducation. Mais on va voir que finalement, il y a assez peu de différence entre les deux approches. Mais ce qui est important, c'est que finalement, la psychoéducation a eu, connu une avancée formidable quand on a montré que c'était efficace, et surtout que c'était des actions menées auprès des familles. Et par exemple, l'article de 80 de Anderson et O'Gherty, finalement, il a montré qu'une intervention de psychoéducation familiale diminuait le taux de rechute des patients. Donc, en tant que psychiatre, en tant que médecin, on ne peut qu'être intéressé à une technique qui amène une efficacité, parce qu'on est formaté comme ça. Et donc, à partir de là, il y a eu beaucoup de travaux sur la prise en charge des familles, et donc la psychoéducation s'est développée, mais la loi HPST est venue par la suite nous dire ce qu'était l'éducation thérapeutique, et c'était pas tout à fait la même chose, c'était un peu, je dirais, restrictif par rapport à la conception qu'on avait de la psychoéducation. En tout cas, ça a eu l'avantage au moins de définir un peu légalement ce qu'étaient les interventions et inspirer peut-être beaucoup des maladies somatiques, et en tout cas, ça a évité des contresens, mais c'est quand même quelque chose d'assez rigide, et finalement, ce que la loi proclame être de l'éducation thérapeutique, ce que les ARS valident comme des programmes d'éducation thérapeutique, sont quand même quelque chose d'assez formaté parfois, et en tout cas, on avait le sentiment que ça ignorait un peu tout ce qui avait été développé au cours des 30 années précédentes en psychoéducation, en psychiatrie. Alors, quand on veut parler de réhabilitation psychosociale, quand on veut parler de tout ce qui est efficace pour mener, accompagner, suivre un patient sur un chemin de rétablissement, je le dirais comme ça, plutôt de chemin, il y a bien sûr le traitement, les programmes psychoéducatifs qui ont montré qu'ils étaient efficaces, donc l'éducation thérapeutique du patient, l'éducation thérapeutique de la famille, de l'entourage, l'entraînement aux habiletés sociales, la gestion de parcours, le case management, qui fera l'objet d'une conférence à l'heure du déjeuner, la remédiation cognitive, le soutien à l'insertion professionnelle avec un modèle qui est un peu renversé, c'est plutôt on place dans l'emploi et on accompagne la personne dans l'emploi, le soutien au logement avec en particulier là aussi la même démarche, c'est-à-dire trouver un logement et après ça permet de changer beaucoup de choses dans l'accès aux soins, et puis les traitements intégrés, c'est-à-dire que que la même équipe se charge à la fois de traiter le problème de pathologie psychiatrique sévère et d'addiction associée qui semble plus efficace. Et bien évidemment, je vais citer, parce que j'ai beaucoup butiné aussi dans ma présentation, donc je vais citer pas mal de gens qui se sont déjà exprimés, le rapport du Centre de preuve en psychiatrie, donc élaboré à Versailles, qui dit qu'il n'est plus concevable de débuter la prise en charge de la schizophrénie sans l'instauration d'un traitement médicamenteux, on est tous d'accord là-dessus, mais aussi d'éducation thérapeutique, de remédiation cognitive, de thérapie cognitivo-comportementale, de soutien à l'insertion, et de la prise en charge de la famille. C'est pour ça que j'avais insisté pour mettre dans ma communication la famille, parce que dans mon chemin de rétablissement, être animateur pro-famille et faire ce programme de psychoéducation auprès des familles a beaucoup changé ma pratique. Et il est nécessaire d'accompagner les patients, mais il est également nécessaire d'accompagner les familles, parce que, en fait, l'évolution, les mutations des pratiques font que les patients sont chez eux, ils vivent dans la cité, avec une autonomie qui est souvent insuffisante. Les familles, pendant longtemps, ont été tenues à l'écart des soins, alors qu'elles souffrent beaucoup, elles sont isolées, elles sont démunies face à la maladie. Et donc, en même temps, ce sont des personnes ressources importantes, ce sont vraiment des aidants naturels du patient malade. Ils commencent même à dire que qu'ils sont des case managers pour leurs proches malades, parce qu'ils savent aussi se saisir des concepts qui sont dans l'air.
Et en fait, notre boulot aussi, c'est de veiller et de rétablir une santé familiale qui va offrir un environnement plus confortable pour les patients que nous accompagnons. Alors, bien évidemment, il y a aussi tout le retentissement sur les familles qui sont liées à la nature des symptômes du proche, soit ils sont directement affectés par les délires, les hallucinations, les troubles du comportement ou la violence, mais il y a également ce qu'ils méconnaissent. Et donc là aussi, c'est important ce travail d'éducation thérapeutique des familles est important, puisque les signes négatifs, par exemple, sont souvent méconnus par les proches, comme les signes cognitifs d'ailleurs, et ils ont l'impression qu'ils sont sous le contrôle du malade et ils tentent à percevoir leurs proches comme paresseux ou égoïstes. Mais les familles, comme les soignants, il faut quand même le dire, partagent des représentations négatives de la maladie, avec aussi des problèmes de santé physique, psychologique. 75% se sentent surmenés, stressés. Il y en a même jusqu'à 60% qui ont des troubles psychiques avérés, surtout dépressifs. Et puis toutes les conséquences financières, sociales que peut avoir la maladie sur les familles. Donc, et puis il y a aussi la question de l'émotion exprimée qui fait que c'est nécessaire d'impliquer la famille dans la prise en charge et d'avoir également une action à destination des familles quand on veut faire de l'éducation thérapeutique, qui est que le stress dans l'environnement de la personne, c'est l'émotion exprimée, c'est un facteur de rechute et de réhospitalisation. Et il semblerait que quand des familles où il y a un haut niveau d'émotion exprimée, qui est quand même un taux de rechute qui est de 50% dans les 9 mois après une hospitalisation, par rapport à 13% quand le niveau d'expression intrafamiliale exprimée est plus bas. Donc par certains auteurs, c'est vraiment considéré comme un facteur prédictif de rechute presque aussi important que l'arrêt de l'arrêt du traitement. Donc toutes les thérapies psychoéducatives sont autour de 3 axes qui ont été un peu formalisés sur un pôle pédagogique, c'est-à-dire il y a une dimension d'éducation qui peut s'entamer dès la phase aiguë de la maladie, dont le but est de travailler vraiment vers l'émergence d'une alliance thérapeutique. Un pôle comportemental où il va s'agir d'acquérir des savoir-faire, des savoir-être, des habiletés pour gérer la maladie et sa vie personnelle. Et puis toute une dimension un pôle psychologique d'accompagnement, de soutien émotionnel qui fait que, aux surprises, je me suis intéressé à la psychoéducation, excusez-moi de parler de moi, parce qu'en fait j'ai fait participer à l'expertise de l'INSERV en 2004 sur les psychothérapies. En fait, en analysant toute la littérature internationale, la psychoéducation familiale et individuelle est apparue comme une forme de psychothérapie efficace. Donc voilà, ça a toujours intéressé le psychiatre que j'étais d'avoir des stratégies efficaces sur le taux de rechute des patients, ce qui est le cas, qui a été démontré pour le taux de rechute à 1 et à 2 ans de la psychoéducation familiale, ou lorsqu'elle est individuelle sur le taux de rechute à 18 mois. Mais en fait, il y a d'autres études qui ont été publiées depuis 2004, de l'eau a coulé sous les ponts, mais tous les résultats sont convergents. Et en fait, la psychoéducation, elle améliore l'observance du traitement, la qualité de vie, le fonctionnement social. Mais les études qui ont été incluses dans la grande méta-analyse de Xia de 2011, souvent, il y avait également une action en direction des proches des patients. Et quand il y a une prise en charge individuelle couplée à une prise en charge des familles, le résultat est bien meilleur qu'une prise en charge seulement à destination, enfin, prise en charge, le mot n'est un accompagnement seulement des patients. Donc, et quand il y a une psychoéducation familiale qui est proposée dans la schizophrénie, il y a un taux de rechute qui diminue vraiment de façon importante. On passe à 1 an de près d'une moitié de presque la moitié de rechute avec une prise en charge classique à 6 à 12% quand on met en place un programme de psychoéducation familiale. Et à 2 ans, on a des chiffres qui se maintiennent avec 66 à 83% de rechute pour une prise en charge classique et seulement 17 à 40% avec une prise en charge familiale. Donc certaines méta-analyses montrent que le taux de rechute est divisé par 4 à 1 an et par 2 les années suivantes quand il y a une vraie prise en charge psychoéducative structurée proposée aux familles. Donc ce n'est pas une amélioration marginale des pratiques.
Alors, donc, c'est pas en termes économiques que je vous présente, c'est en termes médicaux. Voilà, je vous parlais du psychiatre que je soigne et qui est moi-même. Et donc, cette efficacité est un argument important pour développer la psychoéducation. On retrouve des résultats assez semblables, avec moins de données publiées, dans les troubles bipolaires. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus pour laisser de la place aux questions. Mais en tout cas, là aussi, une efficacité quand c'est une psychoéducation individuelle ou de couple sur le délai de rechute des épisodes. En tout cas, puisque le vrai sujet auquel j'arrive, qui est celui du rétablissement, il me semble que l'éducation thérapeutique et le rétablissement partagent beaucoup de choses. Je dirais même, j'aurais tendance à identifier les deux, la démarche de rétablissement et la démarche d'éducation thérapeutique. Et je dis démarche parce que, après avoir parlé de groupe, avoir parlé d'efficacité de groupe de psychoéducation, on est également dans une position où à la fois c'est une technique, mais c'est également une démarche. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être individualisé le plus possible, quand bien même ça fait appel à des stratégies et des programmes de groupe qui seuls sont validés par l'ARS, et qu'il y a nécessité de constituer des groupes à peu près homogènes de patients, et qu'il y a nécessité aussi de travailler sur toutes les relations qu'il va y avoir au sein du groupe, qui va être la richesse et le moteur de l'action d'éducation thérapeutique. Il n'en reste pas moins qu'il faut pouvoir aussi résoudre cette quadrature du cercle, c'est que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans un projet individualisé, et c'est vraiment une co-construction. C'est au service du parcours de rétablissement en général de la personne et se doit d'intégrer les proches. J'ai commencé par ça pour vous dire que je n'imaginais pas que la psychoéducation pouvait ne pas s'adresser également aux proches en complément, parce que c'est encore plus efficace. Donc, et les pratiques qui sont centrées sur le rétablissement, comme la démarche d'éducation thérapeutique, en fait, elle refonde complètement la relation soignant-soigné. C'est le premier bouleversement qu'on a dans sa pratique quand on approche, je dirais, les patients et leur famille sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans des modalités relationnelles très différentes, avec une horizontalisation, avec un partenariat où on n'est plus dans une position de transmetteur de savoir, mais plutôt en effet vers quelque chose qui va être dans la construction et le partage. Alors le rétablissement, on le rappelait tout à l'heure, il y a toutes ces dimensions, la dimension d'espoir, donc avoir une meilleure connaissance de ses limitations et des limitations liées à la maladie, c'est pouvoir aussi les transcender, et c'est l'espoir d'aller mieux. C'est l'identité, c'est-à-dire de pouvoir aussi redéfinir qui l'on est malgré, en dépit, à cause, avec la maladie, mais également pouvoir aussi donner du sens à son existence, restaurer, je dirais, la trame de son existence avec cet événement qu'est la maladie, enfin cet événement, mais aussi cet événement qui redéfinit, qui modèle complètement ses relations avec le monde extérieur, et puis bien sûr la finalité qui est celle de l'empowerment, c'est-à-dire de pouvoir réapproprier, retrouver son pouvoir de décider, de prendre les rênes et de guider son existence. Alors en fait, le rétablissement, c'est pas un but. Je dirais c'est plutôt le chemin, le rétablissement, que le but. Voilà. Donc, finalement, on n'est plus dans un objectif médical qui est celui d'une rémission symptomatique ou idéalement d'une guérison. On est vraiment dans un objectif qui est centré sur la personne, c'est-à-dire sa qualité de vie et sa satisfaction, enfin, son dépassement, son émancipation par rapport à la maladie et les contraintes qu'elle fait peser sur son existence. Donc en fait, c'est vraiment la démarche d'éducation thérapeutique, elle promeut ces capacités de la personne à améliorer sa qualité de vie, et ça renouvelle complètement la notion de santé telle qu'on la conçoit a priori ou qu'on la prend sur les bancs de la faculté quand on est soignant. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est le rôle prééminent de la personne soignée qui est au centre, et elle est créatrice de son propre rétablissement.
C'est-à-dire que quand je dis créateur, c'est pas acteur, parce que acteur, on est toujours si on est acteur, on interprète un rôle toujours qui a été écrit par d'autres. Créateur, ce serait l'idéal, ce serait d'aller au-delà et de favoriser justement l'empowerment, c'est-à-dire la capacité individuelle et l'individualité du patient comme auteur de sa propre existence. Il y a un temps qui est essentiel, justement, avant de s'engager dans un programme d'éducation thérapeutique ou de rejoindre un groupe, c'est tout ce qui va être le temps du bilan éducatif partagé et de la découverte du parcours de vie de la personne. Alors, il faut que je reconnaisse ma dette avec ces diapositives. Je ne l'ai pas cité en bas parce que je n'avais pas la référence bibliographique, mais les 2 diapositives qui viennent m'ont été inspirées par un article d'Anthony Robin qui est présent dans la salle et que je remercie. Mais je sais maintenant que c'est sur le site d'En Santé Mentale, donc je vous renvoie à cette lecture de cet article que j'ai trouvé tout à fait passionnant et qui est en plein dans le champ du rétablissement et de l'éducation thérapeutique. Voilà. Et puis l'avantage des GHT, c'est que désormais nous sommes collègues, au moins il y a un avantage au GHT, nous travaillons dans le même établissement. Donc, alors, le bilan éducatif partagé, ça permet vraiment de valoriser la partie de l'existence antérieure aux soins, tout ce qui a précédé l'éclosion de la maladie. Cela sera repris et aussi détaillé dans la suite de la journée par Frédéric Ibarard. Et donc, ça permet aussi de comprendre pour le soignant quels étaient les projets de vie de la personne, en fait, ses rêves surtout, ses attentes, ses espoirs, et comment l'arrivée de la maladie, le cataclysme qu'a été la maladie, a compromis ses projets et ses rêves. Et ça permet d'aider la personne à se réapproprier son parcours de vie, à lui redonner du sens. Une des 4 dimensions du rétablissement dont je vous parlais, trouver du sens et retrouver le sens. Et donc se projeter à nouveau vers l'avenir en s'appuyant sur ce passé remobilisé. Là aussi, il s'agit de restaurer de l'espoir. Donc... Et aussi, ce que soulignait Anthony Robin et qui me paraît important et qui fait le lien avec ce que vous disiez le docteur Passerieux, et il le formulait très bien, c'est que particulièrement chez les patients atteints de schizophrénie, il y a des difficultés du fonctionnement cognitif qui vont impacter en effet la possibilité du patient à s'inscrire dans la démarche. Et c'est-à-dire qu'il y a le sentiment d'identité, une des 4 dimensions du rétablissement qu'on évoquait, est impacté. Donc il y a une perception floue et inconstante du sentiment de sa propre identité. Et puis, bien évidemment, la personne, avec l'autostigmatisation et puis même avec ce que lui renvoie le rétrécissement important de son horizon, et elle finit par s'identifier à sa maladie elle-même et à son étiquette, et elle perd de vue ce qu'a été sa vie, son parcours de vie, tous ses rêves et ses espoirs, tout ce qui comptait pour elle et qui faisait sens et qui a disparu et qui a été gommé et recouvert par la maladie. Et donc du coup, la personne donc atteinte de schizophrénie, surtout quand elle est dans cette chronicité-là, donne l'impression de vivre dans un présent sans passé, sans futur, sans avenir et sans espoir. Donc, l'objectif de toute démarche, c'est d'aider la personne à améliorer sa qualité de vie. Ce sera le terme générique, c'est-à-dire d'avoir une vie pleine, entière, satisfaisante, avec un sentiment d'autonomie. Donc, bien évidemment, ça passe par la meilleure connaissance de ces troubles et de leurs soins, mais aussi d'un développement personnel, d'acquisition de connaissances utiles au développement personnel. Et donc, du coup, cette démarche intègre tout naturellement tous les outils de la réhabilitation psychosociale, ceux qu'on a passés en revue un peu au début, qui avaient montré une efficacité, mais également tout ce que, je dirais, la créativité des équipes de secteur peut inventer dans les CATTP ou les CMP. C'est-à-dire qu'il y a les entraînements aux habiletés sociales, la remédiation cognitive, le soutien à l'insertion professionnelle, etc., tout ce qu'on a vu, mais également tout ce qui permet de trouver des solutions, des inventions pour avoir une vie pleine et entière et accéder aussi à une citoyenneté une plus grande citoyenneté. Donc en conclusion, je ne me suis même pas fait rappeler à l'ordre, je parle très vite, vous avez vu. Donc la psychoéducation, c'est le terme d'usage en psychiatrie pour parler d'éducation thérapeutique.
La psychoéducation des patients, c'est d'autant plus utile qu'il y a une intervention conjointe auprès de la famille. Mais bon, on peut remplacer psychoéducation par éducation thérapeutique, je le concède. Et que plus qu'un programme d'éducation thérapeutique en lui-même, c'est vraiment l'engagement des partenaires, c'est-à-dire soignants, éducateurs et usagers. Et cette horizontalisation de la relation soignant-soigné, où il n'y a plus quelqu'un qui sait, qui détient le savoir et qui le partage ou qui le transmet, mais vraiment une co-construction. Et ce sont ces aspects-là qui sont vraiment les leviers du changement qui permettent un accompagnement dans le parcours de rétablissement. Voilà, je vous remercie de votre attention.